vous écoutez le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Apa kabar, Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Valentin Floquet. pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, qui dit courrier de fin de semaine, dit courrier de fin de mois surtout, et donc dit annonce de nouveaux concours. Ouais, Et oui, on en avance. a même 2 à annoncer avec un peu d'avance. Alors, on va peut-être pas rappeler les anciens. Parce Non. que pour ça, il suffit d'aller sur le podcast ou sur le site internet, écouter les 3 semaines précédentes et vous aurez déjà tous les concours précédents. Mais voilà, le mois d'octobre avance et arrive à grands pas. Et vu que le mois d'octobre, c'est aussi la fête nationale, et ben c'est un petit peu notre cadeau à nous de vous dévoiler les questions avec un peu d'avance. Tout à fait. Et cette semaine, donc, enfin ce mois-ci, pour le concours du mois d'octobre, il est question d'une émission sur Arnaud le chat. Voilà, donc c'est toute une série d'émissions faites par Meg Wang et Sasa en hommage à Arnaud le chat, ancien animateur de RTI qui est décédé il y a 1 an maintenant, de manière assez brutale en fait, surtout jeune, parti bien trop tôt. Et du coup, il y a toute une émission hommage. Il connaissait bien la communauté francophone de Taïwan, pas mal d'amis taïwanais qui interviennent dans cette émission. Donc c'est une série avec beaucoup de témoignages sur les 1001 facettes de la vie d'Arnaud, ou plutôt les 1001 vies d'Arnaud, c'est comme ça que s'appelle cet hommage, puisque c'est vrai qu'il touchait à tout, à la musique, à l'art, à la culture, et c'est tout ce qui est un peu partagé par ses amis ou connaissances ou collègues dans ces émissions. Et du coup, le mois d'octobre concerne un peu cette émission. Voilà, et donc cette émission, on vous demande surtout de citer au moins un nom d'album de l'artiste. Voilà. Donc il y a eu plusieurs CD, plusieurs albums faits par Arnaud, soit en solo, soit en groupe. Donc voilà, donnez le nom d'un de ces albums que vous retrouverez bien sûr dans une des émissions consacrées. Ça s'appelle RTI Explore. Donc sur notre site, vous pouvez toutes les retrouver sous ce label RTI Explore pour tenter de remporter Des livrets d'un de ses albums ou alors peut-être un CD. On a plusieurs options, donc à voir. Voilà. On développera peut-être un peu plus dans les émissions à venir Voilà. du courrier des auditeurs. Mais c'est un beau cadeau. Voilà. Un beau cadeau donc par rapport aux émissions d'Arnaud le chat que vous avez peut-être, si vous nous suivez depuis plusieurs années, suivi l'émission, ça s'appelait Désoriental, une émission qu'il faisait donc à l'antenne et qui était consacrée à la culture musicale aussi de Taïwan des années japonaises, des années précédentes aussi. Il y a eu Sur le thé, il y a eu plus d'une année d'émissions thématiques comme cela, Désoriental, à retrouver d'ailleurs en lien sur l'émission RTI Explore aussi. Donc ça, c'est pour le concours mensuel du mois d'octobre. Tout à fait. Et Mais nous ce avons n'est pas le aussi- seul à changer, puisqu'on change de trimestre aussi, le dernier de Ah oui, l'année 2025. On aborde ce trimestre-là. voilà. Et on vous demande pour le concours trimestriel, et dans laquelle on vous demande de nous donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais, Oui. exposées en République tchèque, dans l'exposition qui s'appelle les 100... Je sais C'est plus ça, quoi. les C'est- 100 trésors et les 100 100 trésors. vies. 100 trésors et 100 vies, voilà. Voilà, il y a un décryptage spécial la semaine dernière où Meg parle un petit peu de cette première coopération. C'est la première fois que certaines œuvres du Musée national du Palais sont là-bas, justement, en Europe, en tout cas depuis je ne sais plus combien d'années. Donc pourquoi pas, ça peut vous donner déjà un titre ou une idée de ces trésors, parce que parmi les pièces qui sont exposées, il y en a qui sont trésors nationaux. Et puis dans l'actualité récente, cette semaine, vous avez sans doute suivi aussi des menaces autour de cette exposition. Voilà, donc heureusement, sur place, les organisateurs de l'exposition et puis la partie taïwanaise aussi assurent que tout est surveillance 24 heures sur 24, que les pièces sont bien protégées. Et voilà, bon, les menaces sont sans doute liées aussi à l'interdétroit. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet également. Alors, 2 pièces de cette collection, de cette exposition qui en comprend bien plus que 2, évidemment. Et pour remporter
une des 5 paires de tongs qui marchent toutes Paires seules. de Je sais pas si tongs. vous vous souvenez des dents là qui claquent que vous pouvez Oui. remonter. Oui. Et ben c'est un peu, Clac, clac, à mon clac, avis, c'est un peu le même principe avec des tongs au lieu des dents. C'est le même mécanisme, quoi. On remonte d'un côté, puis ça commence à marcher tout seul. Ouais, ça saute. Voilà. Donc, c'est pas des tongs à chausser, c'est en décor, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est un petit gadget proposé, bien sûr, par Tiffen pour Tout à alimenter le cadeau de ce courrier des auditeurs. Alors ça, c'est pour les nouveaux concours. Ceux du mois de septembre, on ne vous le rappelle pas, vous les trouvez sur notre site, comme on l'a dit en début d'émission. Et avant de répondre à vos questions aussi, on a une petite annonce à faire en saluant tous les auditeurs du Radio DX Club d'Auvergne Francophonie qui nous écoutent. On a reçu cette semaine un mail de Maggie Roy qui nous dit que ce week-end, justement, donc aujourd'hui et demain, ont lieu ce qu'on appelle comme activité la Radiomania. Ça a lieu à Ona, dans le Puy-du-Dôme. Donc, on salue toutes celles et ceux qui, parmi vous, nous écoutent et qui participaient à ce week-end de Radiomania. C'est organisé par le Carrefour international de la radio, le CIR. Et ça, c'est une grande rencontre, en fait, de radio-amateurs, de collectionneurs d'appareils radio et son, jeux vidéo aussi, et gadgets informatiques. Donc, on espère que la radio est bien représentée au Puy-du-Dôme par cet événement. Et à cette occasion, bien sûr, on salue tous ceux qui participent à cette activité à Olnat. Voilà. Alors, maintenant, c'est l'heure de répondre aux questions. Tout à fait. Oui, et avant de répondre aux questions, moi, j'en avais une à poser à notre ami Valentin. On n'est pas en vidéo, donc vous ne pouvez pas nous voir, mais je dois vous avouer quelque chose. Valentin a changé un peu de couleur. Je trouve que tu es un peu bronzé. J'ai bronzé. Ah ouais, D'où- vraiment? Oui, où étais-tu passé? J'étais tout passé. J'étais en Chine. J'étais avec un YouTuber dont vous pourrez voir les vidéos peut-être très prochainement. Un YouTuber français qui est installé au Japon, qui s'appelle Benoît Théveny de son nom officiel, mais la chaîne s'appelle Tev ici Japon. Tev ici Japon, d'accord. Voilà. Et donc je l'ai accompagné parce qu'il avait besoin d'un traducteur et d'une personne qui puisse faire de l'organisation de voyage pour aller dans le Xinjiang. Dans le Xinjiang. Ah oui, c'est un lieu vraiment très très précis de Chine. Voilà. Et Donc, donc qui a été visité comme ça là. qui fait 3 fois la France, juste la province, c'est la plus Oui. grande province de Chine. Et on avait un lieu très précis à aller voir, donc ça, faudra le découvrir dans la vidéo. Et on a quand même conduit, enfin, moi j'ai conduit parce qu'il n'a pas pu avoir de permis provisoire pour plein de raisons. Et donc j'ai conduit 2500 km à travers la province quand même. Ah ouais, ça fait beaucoup. En une dizaine de jours. En partie, dans quel, on peut déjà dévoiler un peu quel genre de sites ont été visités ou... Oui. Alors c'était pas du voyage, du voyage touristique. Hein. On n'est pas vraiment allé dans les coins touristiques, même si c'était plutôt pour avoir des points de vue différents ou des lieux avec des anecdotes très particulières. Donc, mais on peut parler de Urumqi, la capitale de la province. On est allé à Turfan, qui est ou Turpan, selon comment on le dit, mais aussi dans le désert et un peu dans la montagne. D'accord. Mais c'est vraiment plein d'aventures qui nous est arrivé parce que en plus on y était 2 semaines avant la fête nationale chinoise. Et donc on a eu, il y avait beaucoup de contrôles même pour les personnes locales, de police. Encore plus pour les étrangers. Et pour les étrangers, c'était juste plus exhaustif. Voilà, il fallait qu'on s'arrête, les contrôles routiers. Il fallait qu'on s'arrête, qu'on donne les passeports, qu'il y avait plein de choses à vérifier. Mais tout s'est bien passé. Ou presque. En fait, l'aventure se termine sur une petite une petite difficulté qu'il faudra voir dans la vidéo, bien sûr. D'accord. Et qui sortira, à mon avis, dans quelques semaines maintenant. Ok, bon, on guettera ça si ça vous intéresse. Il y a du contenu en vidéo, donc ça va prendre du temps à monter. J'imagine. Il y a plus de, je crois qu'il y a plus de 10 heures de rush à monter, donc ça va prendre du temps. Ça va faire beaucoup. Voilà. Même pour des monteurs chevronnés qui travaillent sur le sujet. Voilà. Ok. Donc c'était très intéressant. Une partie du Xinjiang. Voilà. D'où viennent ces couleurs dans le soleil du désert. Le soleil du désert, le sable qui m'a bien fait dorer les poils. Voilà, d'accord. Pour ceux qui ne voient pas. Oui. Alors, bon là, ça y est, c'était la question, non pas des auditeurs, mais de l'animateur. Et maintenant, dans les questions des auditeurs qu'on a reçues cette semaine, nous avons, chose promise, chose due, une réponse à fournir à Philippe Marsan.
La semaine dernière, dans le courrier que j'animais avec Lisa, nous avons salué Philippe Marsan qui nous a envoyé un rapport d'écoute avec une photo jointe d'un moulin en Provence. Et Lisa a demandé de quel type de moulin c'était, ou plutôt quel lieu c'était, parce que elle, étant de la région, elle croyait reconnaître un peu sans être sûre, puisque beaucoup de moulins se ressemblent. Et dans ce courrier-là, Philippe Marsan demandait l'occasion de savoir est-ce que Moulin a eu ou non ce type, est-ce que Taïwan a eu ou non ce type de moulin, moulin à eau ou moulin à vent, dans son histoire. Alors, on a pas mal cherché pour trouver des réponses. Des moulins à Taïwan, la réponse c'est oui et non. Oui et non. Exactement. Voilà, merci de nous avoir posé la question et à la semaine prochaine. Non, bien sûr. Alors, il n'y a pas vraiment de moulin à grains traditionnels comme on en a en Europe, en Occident. Mais par contre, on peut trouver des roues hydrauliques. Au départ, elles servaient bien sûr pour l'agriculture, pour alimenter et conduire l'eau peut-être plus loin, voire la ventiler pour certaines cultures. Et elles sont aussi devenues esthétiques, parfois pour attirer peut-être un peu ce qu'on appelle du tourisme agricole. Et par contre, elles appartiennent toutes au passé, ou presque. S'il y a ce type de moulin hydraulique, c'était pas vraiment la fonction d'un moulin à eau, mais plutôt d'une roue hydraulique qui pouvait être localement... D'ailleurs, vous avez une photo sur le site avec l'annonce du courrier de cette semaine pour vous donner une idée. Ce type de roue qui attire le tourisme avec une petite fonction de fonctionnement, oui, d'acheminement de l'eau ou de assainir l'eau de passage, mais pas plus. Alors, elles sont au passé au sens où, avec l'industrialisation de Taïwan très rapidement, de toute façon, on n'a pas eu besoin d'avoir de gros moulins à grains, de gros moulins à vent ou à eau, donc ça n'existe pas, tout simplement. Aujourd'hui, si vous tapez moulin à eau, ou à vent surtout, pardon, à Taïwan, vous allez tomber sur tous les sites qui présentent les éoliennes. Un autre type de moulin, quoi. Mais voilà. Donc, pas de fonction réelle des moulins ou des grandes roues hydrauliques depuis l'industrialisation de l'île. Par contre, on peut trouver certaines, ce que j'appelle des meules qui fonctionnent à l'huile de coude. Voilà, donc c'est des moulins individuels. C'est pas des moulins, c'est des grosses meules, des grosses pierres pour broyer le millet, le riz ou autre chose. Mais c'était pas industrialisé du tout. C'était pas chaque agriculteur ou cultivateur qui va amener ses grains au moulin, justement. Alors cette expression, elle existe peut-être en chinois, mais elle est importée de l'Occident parce que littéralement, on n'amenait pas son grain ou son riz ou son millet au moulin, mais chacun, pour sa consommation personnelle ou son petit lopin de terre, avait sa propre meule. Il y en a même des spéciales AK où la meule, elle est traitée. Il y a une grande poulie avec une grande corde qui permet de moins se fatiguer en faisant tourner la meule pour le millet, par exemple, justement. Mais encore une fois, c'est pas à grande échelle. Aujourd'hui, si vous cherchez des moulins, c'est ce que je disais, certaines roues hydrauliques ont été remises au goût du jour, mais vraiment pour attirer les touristes. Il y a notamment la plus célèbre d'entre elles, c'est à Nantou, dans le centre de Taïwan. Si vous allez à Guoxing, vous allez trouver la fameuse roue hydraulique musicale. On appelle ça le moulin musical en chinois. Et en fait, c'est un ensemble qui a été restauré de plusieurs roues à eau. Pourquoi musicale ? Parce qu'elles ont été équipées de petites clochettes. Donc, quand la roue tourne, eh bien, ça peut activer la petite clochette et faire différentes notes de musique en fonction des roues qui sont là. Alors, le site parle même justement du village berceau des roues musicales. Donc, c'est vraiment un lieu où on y va pour ça. Ça, c'est un bon exemple de roues à eau qui ont été réhabilitées après avoir servi dans l'agriculture, restaurées, mais elles ont été regroupées dans un autre lieu pour devenir une zone vraiment touristique. Aussi des visites éducatives, puisqu'il y a des classes vertes qui vont sur place et c'est l'occasion de montrer à quoi servaient les roues à eau par le passé, même si Taïwan les a très très peu, encore une fois, utilisées. Il y a un autre lieu qui s'appelle à Paichu, pas très très loin de Taipei d'ailleurs, des sentiers où il y a des petits sites où, ça et là, dans des anciennes fermes, on retrouve une histoire agricole avec d'anciennes installations hydrauliques qui sont mises en valeur. Et la ville de Taipei les remet au goût du jour, justement, et c'est à Paichu.
Après, pour le tourisme local, oui, comme on disait, il y en a qui sont restaurés. Sans doute, la plus célèbre, celle que je donnais à Nanto. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait des terres d'irrigation pour des terres arables ou même pour les champs de thé. Et sinon, à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, il y a un parc côtier avec 7 grandes roues qui sont uniquement décoratives. Là, c'est des roues plutôt moulins, donc vraiment à vent en fait. Et ça ressemble à une attraction qui copierait finalement des éoliennes avant l'heure des éoliennes. Donc ça, c'est l'attraction la plus connue de Kaohsiung, la Xiqing Windmill Park. Donc c'est vraiment le parc des moulins, justement, de Xiqing. Après, pas de moulins, d'autres installations modernes à Xiumen, donc au tout nord de Taïwan. Il y a ce qu'on appelle le parc des moulins, mais attention, encore une fois, ça ne veut pas du tout dire moulin ici, ça veut dire éolien. Et c'est un parc éducatif qui présente l'histoire du début du développement de l'éolien à Taïwan. C'est des turbines à échelle commerciale, on peut dire comme ça, pour commencer à produire du vent, de l'énergie grâce au vent. Voilà. Après, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Il y a un autre site à Miaoli qui est connu aussi pour l'agritourisme. Et là, c'est pareil. C'est une roue hydraulique qui a été remise en fonction. Alors là, on peut y aller pour des activités, mais remise en fonction juste pour l'écologie. Et on y va pour faire de l'agritourisme, montrer comment le tourisme utilisait ces roues avant dans un lieu qui s'appelle le Moulin en or. Voilà, parce qu'on aime bien tout ce qui est en or. Wangqing, ça met en valeur le lieu, le site. Peut-être que ça attire le client, quoi. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de moulin à proprement parler à Taïwan, et surtout pas comme ceux de Provence dont on a reçu les photos de notre auditeur Philippe Marsan, qu'on salue au passage. Oui, merci beaucoup pour ce sujet, cette question à Philippe Marsan. Voilà, alors on a d'autres auditeurs avec d'autres questions, n'est-ce pas, cette Tout à semaine ? fait. De mon côté, je vais vous parler un peu de scolarité avec Nagmushi Nohari. Oui. Et une question, donc, quels sont les frais de scolarité dans les universités taïwanaises ? Donc on parle de l'enseignement supérieur, bien sûr. Donc c'est une question de notre auditeur qui nous écoute en Algérie. C'est ça. Et donc, en gros, en fait, il y a bien sûr un peu comme on a en France. Il y a des bourses sur critères sociaux, il y a des bourses sur critères d'excellence. Il y a plein de conditions spécifiques à Taïwan. Oui. Le système est à peu près similaire à la France, même si les tarifs, etc., sont quand même très différents. Il y a un site, en fait, à Taïwan qui s'appelle eGov. Je ne sais pas si tu connais cette page, ce site en fait, qui est là un peu pour répondre un peu à toutes les questions générales sur le gouvernement qu'on pourrait avoir à Taïwan. C'est quasiment un guichet unique, une plateforme unique de c'est un toutes peu les questions. C'est un genre de FAQ, ouais. D'accord. Sur la foire aux questions, donc oui. sur un peu toutes les questions un peu techniques ou administratives qu'on pourrait avoir envers le gouvernement. D'accord. Et donc, sur ce site-là, j'ai vu un article qui date du 22 septembre 2024 et dans lequel donc, il est expliqué un peu tout le système des frais de scolarité en mandarin, bien sûr, qui déroule un peu vraiment toutes les possibilités d'aide qu'on peut avoir, avec des barèmes à chaque fois différents. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est un peu des cas particuliers où ça se fait au cas par cas, aussi pareil pour les personnes avec pas de soutien familial ou alors un soutien juste, comment dire, des cas d'émancipation, ce genre de choses. Là, je vais pas trop en parler aujourd'hui, là on va rester vraiment dans le si tout va bien. D'accord. Je vais quand même vous parler de trois cas particuliers, mais pas trop, quoi. Oui. Voilà. Donc, les frais de scolarité, mais aussi les dépenses de logement, de nourriture ou de transport représentent un poids important pour les jeunes Taïwanais étudiants. Et il n'en va pas sans dire que beaucoup font de petits boulots à côté de leurs études. Oui. Pour réussir à joindre les deux bouts, c'est parfois nécessaire. Est-ce que tu connais les deux principaux secteurs, principales activités que font les étudiants taïwanais en général quand ils sont à l'université ? Je dirais soit ils vont en caisse de magasin, genre 7-Eleven, magasin de proximité, pour faire quelques heures comme ça là. C'est l'un des deux, oui. Et puis l'autre, je pense que c'est plutôt des cours de soutien scolaire en Poussiban. Oui, en fait la deuxième, là, on reste dans le secteur de la restauration quand même, et la deuxième ça va être... Non, ça va être les boutiques de boissons.
Ah, d'accord. Ouais, toujours Ok. toujours en serveur, mais c'est les boutiques de poissons, D'accord. les vendeurs dans les boutiques de poissons. Ok. Donc il y a C'est vrai qu'on voit Seven pas et mal de boutiques de jeunes là poissons. aussi. Il y a beaucoup d'étudiants aussi là-dedans. Parfois c'est dans des petits restaurants. Ma femme, je vais prendre une anecdote. Ma femme, quand elle était étudiante, elle m'expliquait qu'elle travaillait. Elle était à l'université de la culture chinoise, donc tout en haut de Yangmingshan. Oui. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ah oui, oui. Si on loge pas sur place, on loge sur place, quoi. Voilà. Et t'as déjà vu les logements extérieurs au campus? Non. Donc en fait, tu as un petit village, un genre de marché de nuit, qui est juste à la sortie de l'université. D'accord. Et en fait, dans les maisons aux alentours, qui sont des restos en façade, Oui. tu as des logements juste derrière. D'accord. Donc tu traverses le restaurant et tu arrives chez les étudiants en fait. C'est assez D'accord. insolite comme Du coup, les restos qui configuration. sont vraiment pour les Et étudiants. donc les et étudiants l'université, quoi. pas tous, hein, mais certains font souvent dorment dans la chambre et vont directement dans le resto travailler le matin avant d'aller en cours ou avec des D'accord. horaires aménagés quoi. Et donc c'est assez particulier. Donc voilà, c'est des restaurants, pas forcément que des boissons ou des Seven, mais ça peut être aussi des restaurants, voilà, des restaurants de riz sauté. Parce que c'est des restaurants plutôt adaptés aux étudiants, donc ça va être des grosses quantités, pas forcément de la très bonne qualité, des malatang ou des choses comme ça. Si vous connaissez la malatang, c'est des soupes de plein de choses qu'on met dans de la soupe piquante en fait. Voilà. Voilà. Alors, ça permet d'avoir en effet un petit plat ou un petit bol, se nourrir à pas trop cher quand on est étudiant. Voilà. Et c'est comme ça qu'en tout cas que ma femme a appris à faire des raviolis, enfin des dumplings, parce que c'était une boutique de dumplings dans laquelle elle travaillait. D'accord. Et en fait, totalement par hasard, on est allé manger récemment. Et elle m'a dit, ah oui, j'ai travaillé ici. Ah mais je reconnais la patronne et tout. Ah, la Mais patronne la patronne l'a pas changé. reconnue par contre parce qu'il y avait tellement d'étudiants qu'elle se souvenait pas d'elle. Oui, j'imagine. Là, c'était il y a quelque chose, ça D'accord. commence à dater. On est plus tout jeune. Mais bon, voilà. Et Voilà. donc, pour les frais de scolarité, donc, il y a d'abord les revenus, ce qu'on appelle les situations sociales à revenus faibles, Oui. les ménages à revenus faibles. Les étudiants peuvent être totalement exemptés de frais de scolarité et de frais divers. Ils reçoivent en plus une bourse semestrielle de 5000 $ taïwanais, soit environ 145 €, à condition d'avoir une moyenne supérieure à 60 sur 100. On sait que les notes sur Taïwan sont sur 100. Oui. Et donc voilà, c'est à C'est peu près l'équivalent d'un 12 sur 20, quoi. Voilà. Donc il faut être un peu meilleur que la moyenne. Oui. Mais à Taïwan, quand on parle d'avoir la moyenne, c'est 12 sur 20. C'est 12 sur 20. Ouais. En deçà de 60, on n'a pas son année. Oui. Donc oui, c'est pas la moyenne. Ouais, ok. Voilà. Et donc l'hébergement est aussi pris en charge dans ces cas-là. Et il est gratuit dans les dortoirs où vous avez le droit à une bourse, une allocation de logement mensuel de 7000 $ taïwanais, soit environ 203 €, s'il loue à l'extérieur. S'ajoute à cela une aide à la vie quotidienne, une petite bourse mensuelle pour la nourriture qui va de 3000 à 6000 $ taïwanais, soit entre 87 et 174 € par mois, selon... principalement, ce sont des bourses allouées par les établissements directement. Et donc, ça dépend des règlements ou en tout cas de ce qui a été décidé par le comité directeur de l'université directement. D'accord. Donc, c'est en fonction du nombre, parce que le budget n'est pas illimité non plus. Donc, c'est pas tous les étudiants qui peuvent avoir cette aide, j'imagine. Là, c'est que ceux qui sont sur critères sociaux, vraiment avec les plus bas salaires, avec les foyers avec les plus bas revenus. C'est pas l'équivalent du Crous ou d'une bourse de Crous, mais un petit peu quand même, quoi. C'est un peu l'idée. D'accord. Pour les familles à revenus intermédiaires qui ont un peu plus d'argent, donc la remise atteint 60% des frais de scolarité. Ce qui est déjà pas mal. Avec des aides au logement. Quand on connaît les frais de scolarité, ouais, ça peut aider quand même. Oui. Avec des aides au logement comparables et parfois une subvention mensuelle pour les dépenses courantes allant de 3000 à 6000 $ taïwanais. Mais ce n'est pas dans tous les cas pour les revenus intermédiaires. Donc déjà là, pour les revenus faibles, tout le monde a le droit à cette allocation qui va donc de 87 à 174 €, alors que pour les revenus intermédiaires, déjà, c'est au cas par cas. Ce qui se comprend aussi. Alors, les étudiants issus de familles dont le revenu annuel reste inférieur donc à 900 000 $ taïwanais, soit environ 26 100 €, ça fait un salaire d'à peu près 2500 € par mois par foyer. Un peu moins, 2003-2004, oui. Ce qui est quand même assez faible, hein. Oui. Peuvent également prétendre à une bourse allant de 15 000 à 20 000 $ par an, soit 135 à 580 €. C'est toujours sous condition, bien sûr, de résultats scolaires. Oui.
Alors, on parlait, donc j'ai dit que je vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, mais donc il y a vraiment des situations particulières pour les étudiants en situation de handicap eux-mêmes, Mhm. ou enfants de personnes handicapées, qui bénéficient de réductions allant de 40% à l'exonération complète, selon la gravité du handicap et le revenu Mhm. du foyer. D'accord. Ils ont aussi accès à des bourses spéciales qui peuvent atteindre 40 000 $ taïwanais, soit environ 1160 €. Mhm. Il y a aussi des bourses spécifiques pour les étudiants autochtones. Mhm. Ils sont eux aussi exemptés de frais et peuvent prétendre à des bourses de 20 000 à 32 000 $ taïwanais par an, soit entre 580 et 930 €, selon leur niveau académique. D'accord. Enfin, des aides existent pour des situations familiales particulières, notamment les enfants de militaires retraités, enfants de travailleurs agricoles ou de pêche, des jeunes issus de familles monoparentales ou encore de nouveaux immigrés. Mhm. Selon les cas, les exonérations peuvent aller de 60% à la totalité, avec des bourses qui varient de quelques milliers à plus de 35 800 $ taïwanais, soit environ 1040 €. D'accord. Voilà. Alors, on peut aussi préciser par rapport aux frais de scolarité, c'est dur de donner un chiffre de frais de scolarité moyenne pour l'université parce que ça peut vraiment changer d'une université à l'autre, du système public ou privé déjà aussi. Mais en moyenne, je crois que c'est environ 20 à 25 000 $ taïwanais par semestre pour une université publique à Taïwan. C'est-à-dire moi, ce que j'ai entre payé pour 700 mon et fils, 900 en tout €, cas. quoi, à peu près Voilà. ça. Donc, il faut faire x2 parce qu'il y a 2 semestres à Mm. l'année. Et si c'est le privé, c'est plus du double, C'est plus en du général. double. Et après, il y a les grands établissements où ça peut vraiment aller très loin. Aller encore plus loin, oui. Ouais. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, quoi. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que ça répond bien à la question De de Nagmouchi Nagmouchi Noiri. Noiri, qui nous écoute depuis l'Algérie. Et on avait envie, et surtout de remercier nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous adressent des messages. Et c'est ce mot de la fin du courrier de cette semaine. On avait envie de terminer avec ça. Un grand merci à toutes celles et ceux, et vous êtes nombreux, à nous avoir fait part des messages de sympathie à la suite de la catastrophe qui a eu lieu après le passage du typhon cette semaine. Donc la catastrophe, vous savez, c'est à Hualien, où ce fameux lac de barrage qui s'était formé il y a 2 mois, qui était précaire, on le savait, qui était fragile. La digue naturelle a rompu en partie et du coup, elle a emporté avec elle plusieurs personnes qui étaient en contrebas, même s'il y a eu plus de 7500 personnes qui ont été évacuées en amont. Ça n'a pas suffi à protéger tout le monde. Voilà, il y a une quinzaine de morts. Enfin, le bilan provisoire ne cesse d'évoluer, malheureusement. Il y a encore plusieurs disparus aussi, de nombreux blessés. Et donc, ça reste une catastrophe où la part de responsabilité sera donnée plus tard, comme le dit le gouvernement, sur ce qui n'a pas été bien géré en termes notamment d'évacuation ou d'alerte, même si c'est vrai que là, c'est aussi les affres de la nature, quoi. On savait depuis 2 mois que ce lac qui était formé était fragile. Les autorités avaient quand même commencé à surveiller, à agir aussi, à renforcer, puis à déblayer un peu la rivière en contrebas, mais ça n'a pas suffi à agir à temps. En tout cas, merci pour les nombreux messages de condoléances et de sympathie que vous nous avez envoyés. Et donc, nous remercions à vous tous de votre soutien et de vos messages. Et nous vous disons à la prochaine fois sur Radio Taïwan International. Voilà, c'était le courrier animé par Valentin Floquet et François-Xavier Boulet. Bye bye.